Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Talk Show, l'émission dédiée à la santé mentale où on en parle sans tabou. Aujourd'hui, je suis très honorée de recevoir la marraine de Falleray. Elle est membre de l'UNAFAM, soutien de la Fondation Fondamentale. Vous l'aurez compris, une femme très investie dans la santé psychique. Elle est aussi l'auteur, la maman des fameux Max et Lily qui fête aujourd'hui ses 30 ans et son 131e numéro. Elle est chevalier de la Légion d'honneur, officier des arts et des lettres. Elle a même une bibliothèque dans une école qui porte son nom. Eh bien, je vous demande d'accueillir Madame Dominique de Saint-Marc. Bonjour Dominique. Bonjour. Alors ma première question, elle paraît bête, mais elle n'est pas tant que ça. Comment est-ce que tu vas? Mais je vais très bien, merci. Quelle est ton humeur du jour? Tout va bien, je suis très contente d'être là. Je découvre la maison Falleray avec émerveillement. Oui, ce nouveau bâtiment, effectivement. Ouais. Nous sommes ici sur l'atelier 128 à Pantin, donc nouveau siège social. Ouais. Pour toi, c'est une première de venir ici? Oui, c'est la première fois que je viens ici. J'ai connu toutes les maisons Falleray depuis très longtemps, depuis 40 ans. On en parlera dans un instant. On va parler de tout ce qui te rattache justement à la santé mentale. Et puis, on parlera aussi d'une série dédiée aux adolescents. Ça s'appelle 13 Reasons Why. J'essaye d'avoir le bon accent. Qu'a regardé Annabelle, une série. Donc, elle nous fera un petit topo, un petit récapitulatif de cette série. Et Stéphane, lui, est allé aux hôpitaux de Saint-Maurice pour y découvrir ce magnifique patrimoine architectural. Dominique, on va commencer avec toi. Tu es très connue en tant que l'auteur des fameux Max et Lily, je le disais tout à l'heure, qui fête ses 30 ans cette année, son 131e numéro. Est-ce que tu pourrais nous redire, pour celles et ceux qui ne connaissent peut-être pas encore Max et Lily, qui sont Max et Lily? Alors, Max et Lily sont des enfants qui peuvent être amis des enfants de 6 à 12 ans, des bandes dessinées, avec un papa et une maman, un chien et un chat, et à qui il arrive tous les soucis de la vie, en famille, à l'école, dans la société. Et voilà, et ça se finit toujours bien, mais c'est toujours réel, drôle. C'est dessiné par Serge Bloch, avec beaucoup de talent. Et c'est 130 problèmes de la vie, en fait. Et 2 millions d'exemplaires vendus. 22 millions d'exemplaires. 22 millions d'exemplaires vendus. Dis donc. La première sortie de bibliothèque, loin derrière tous les grands best-sellers. Et puis c'est lu par les parents, c'est lu même par les ados, c'est lu par tout le monde en fait. Et dès qu'on a un problème, on va chercher un Max et Lily. Et les enfants, c'est assez magique, même moi ça m'étonne encore. Les enfants arrivent, ils sont cash les enfants, ils aiment bien qu'on leur dise les choses vraies. Et ils arrivent à résoudre leurs problèmes avec Max et Lily. Et comment sont-ils nés? Ils sont nés, alors là, c'est après mes années à Strapi, où j'écrivais des bandes dessinées sur les relations parents-enfants, et où j'avais fait des livres sur l'éducation sexuelle avec Serge Bloch déjà. Et j'ai eu l'idée de faire une collection de livres de problèmes, et qui s'adresserait aux enfants de cet âge-là, d'Astrapi, comme Astrapi. Et voilà, donc ça a eu beaucoup de succès tout de suite? Non, non, pas du tout. Ça n'a pas du tout eu du succès tout de suite, parce qu'au début, c'est Christian et Pascal Gallimard, mes éditeurs chez Calligramme, qui ont accepté de faire cette collection. Et ça n'a pas du tout eu du succès, parce que c'était des petits livres, que ça parlait de choses vraies. Comme Ils sont là, hein, ces petits livres. Hein. Ouais, de la mort, par exemple. On mettait le mot mort sur grand-père est mort, par exemple, dans le titre. Donc c'était un peu choquant à l'époque. C'était il y a 30 ans. Hein. Oui. Et heureusement, et ça a été très connu, malheureusement, à cause de l'affaire Dutroux, qui était une affaire de pédophile en Belgique. Et moi, j'avais écrit un livre il y a longtemps avant, qui s'appelait Lily a été suivie. Et du coup, quand les parents ne savaient pas comment parler de la pédophilie à leurs enfants sans leur faire peur, et ils ont trouvé ce livre, qui était déjà dans toutes les bibliothèques. Mais du coup, ça a fait connaître la collection. Alors Max et Lily parlent aussi de santé mentale. La maman de Max et Lily ne va pas bien, ou Max et Lily ont un cousin angoissé que je vous ai montré ici. Lily va chez la psy. C'est important de parler de santé mentale aux enfants. Et de quelle manière, justement, on leur en parle? Comment est-ce que toi, tu arrives à trouver les mots justes?
Ouais. Je crois que c'était pour moi une impérieuse nécessité de parler de santé mentale, mais je voulais le faire délicatement, sans faire peur, et en accompagnant les enfants dans la vie de tous les jours, en fait, sans que ce soit théâtral, ni trop dogmatique, ni médical, voilà. Donc il faut que ce soit un peu délicat et que ça touche aussi les parents. Et c'est vrai que presque tout Max et Lily est axé sur la santé mentale, en réalité, sans le dire. J'essaye toujours de... Par exemple, là, je viens de faire Max et Lily font les babysitters. Ça aurait pu être un truc idiot de babysitting avec un peu d'argent de poche et tout ça. En fait, j'ai pris une maman qui était presque en burn-out, qui supportait plus son bébé et qui faisait appel à la maman de Max et Lily. Et Max et Lily vont être les gardiens du bébé pendant une journée, pendant que la maman va faire du yoga avec sa copine. Donc, j'essaye toujours d'apaiser les choses. Et oui, puis de donner des conseils, enfin des trucs aux enfants pour approfondir les sujets, en fait. Oui, Max et Lily aiment trop rire, par exemple. J'ai donné des exemples de répartie pour que les enfants sachent se défendre. Contre le J'ai pas les 130, hein. J'en ai quand même quelques-uns ici, mais on n'a pas les 130. Non. Et ce qui est vraiment, vraiment très intéressant dans ces petits livres, c'est que, bon, il y a une histoire avec Max et Lily, mais c'est qu'à la fin, donc on lit avec son enfant, ou l'enfant lit, le mieux c'est de lire avec son enfant, enfin, selon l'âge de l'enfant, et c'est qu'après il y a des petites questions à la fin qui donnent à réfléchir, qui poussent la réflexion, et ça, à quoi servent ces petites questions? Et ça commence toujours par et toi. Voilà, alors, où est-ce que tu en es avec cette histoire? Oui. Donc, c'est parce que les enfants, les enfants s'identifient à Max et Lily. Ils vivent une expérience terrible, mais bien assis confortablement dans un fauteuil. Et donc, c'est de la prévention. Et à la fin, on revient à soi-même. C'est-à-dire, et toi, est-ce que tu es comme Max ou est-ce que tu es comme Lily? On n'est pas obligé de s'identifier au personnage. On a chacun son histoire personnelle. Donc, ça fait réfléchir les enfants sur leur propre famille, leur propre histoire, leur propre ressenti. Et ils ne sont pas obligés non plus d'être comme dans le livre, c'est-à-dire et toi, es-tu timide ou n'es-tu pas timide? Donc, et dans N'es-tu pas timide, on découvre plein de recettes que les enfants pas timides ont, sans vouloir faire de morale ni de conseils. Les enfants apprennent beaucoup avec les questions. Moi, je sais que j'en ai lu un avec ma fille sur Max et Lily. Lui, ont peur des images violentes. Oui. Et alors ça, vraiment, c'était important parce que j'ai 2 grands garçons et ma petite a 7 ans et eux regardent des images qu'elle vient curieusement regarder, mais ça n'a pas le même impact selon leur âge. Donc on a pu en parler. Moi, j'ai trouvé vraiment que c'était formidable. Et il y a des thèmes comme ça. C'est la vie quotidienne finalement qui t'inspire. Parce qu'il y a eu aussi par rapport à la pandémie. Qu'est-ce qu'un virus, etc. Et donc, c'est des questions que les enfants se posent. Oui, c'est uniquement, je reste à 1,30 m du sol. On va revenir à ta vie un peu personnelle. Tu parles souvent dans les interviews et sans complexe de ton frère qui a été diagnostiqué avec le trouble de la schizophrénie. Il a malheureusement mis fin à ses jours. C'est important de parler librement de la santé psychique pour toi? Mais oui, c'est très compliqué quand ça tombe sur une famille et ça impacte tout le monde, les parents, les enfants. Et c'est vrai qu'à l'époque, c'était il y a longtemps, on n'en parlait pas du tout. Donc, on cachait même ça. On cachait, on ne le disait surtout pas, c'était une tare. Oui. Alors que ça arrive à tout le monde et on sait maintenant que c'est un mélange de biologique, de fragilité et puis des événements de la vie difficiles qu'on supporte plus ou moins bien en fait. Et donc, moi, on le cache encore beaucoup, non ? Oui, c'est vrai que c'est encore tabou. C'est encore un peu tabou, c'est vrai. C'est encore un peu tabou, mais maintenant ça va. Mais c'est vrai que moi je me souviens, j'étais gênée quand je revenais de l'école et que mes copines venaient goûter. J'avais mon frère qui était à la maison, qui ne voulait plus aller au lycée, et qui était là et qui n'était pas bien, et on ne savait pas quoi faire. Et finalement, il a été hospitalisé plusieurs fois, bourré de médicaments, parce qu'à l'époque, les médecins donnaient quand même beaucoup plus, dosaient moins bien les médicaments que maintenant. Ouais. Et donc, il était bourré de médicaments et il s'est tiré une balle dans la tête un dimanche soir pour ne pas retourner à l'hôpital, hein, parce qu'il ne voulait pas retourner à l'hôpital. Il aurait voulu vivre dans un foyer
Voilà, mais en fait, il était chez ma mère, juste pour les vacances, quoi. Mais c'était pas pris en main avec justement des établissements comme fait justement Falleret. Et c'est ce qui a fait que tu t'es rapprochée de l'œuvre Falleret? Oui, absolument. C'est pour ça que j'ai été très attachée tout de suite à l'œuvre Falleret, parce que j'ai vu que eux, quand les gens, les malades, enfin les patients ont des médicaments, ils ont besoin d'autre chose. Souvent, on n'arrive pas à vivre seul. Ils ont besoin de retrouver des amis, parce que souvent les amis s'en vont. Donc c'est important de créer des foyers, des lieux de vie ou des services d'accompagnement pour que les gens aient une vie sociale, en fait, et un logement. Donc, bien souvent, dans les Maxi Lily, il y a aussi de ton vécu? Oui, totalement. Oui, bien sûr. Bien sûr, j'y pense tout le temps. Ouais, c'est la base, les problèmes de santé psychique. Je crois qu'il n'y a rien de pire pour les familles. Oui. Je pense que les cancers, on les guérit, le diabète, on met une pile. Oui. On arrive à trouver des solutions que la maladie psychique. La maladie psychique, c'est un problème de communication. On n'arrive pas, même les gens qui sont malades, ils sont dans le déni parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre ce qui se passe dans leur cerveau, puisque justement c'est une maladie du cerveau. Donc c'est très compliqué. C'est pour ça qu'il faut aider les gens qui sont malades, et c'est pour ça qu'il faut aider Falleret aussi à soutenir comme je le fais. Oui. 51 établissements justement accueillent des personnes en situation de handicap psychique. Tu en as visité déjà quelques-uns? Oui, bien sûr, j'en connais plusieurs qui sont très bien, et c'est vrai qu'ils accueillent des gens qui seraient à la rue sinon. Oui, tu aurais finalement aimé que ton frère puisse accéder à ce genre d'établissement? Oui, franchement ça l'aurait aidé, bien sûr. Oui, et puis Falleret ne fait pas que des établissements, ils font plein d'autres choses aussi. Maintenant il y a un centre pour les jeunes autistes, il y a les équipes mobiles auxquelles je suis très attachée. J'en ai parlé d'ailleurs dans Le cousin de Maxi Lily est angoissé. Oui, celui-ci. Oui, parce que la maman dit à un moment, je voudrais que... pourquoi est-ce que les psychiatres ne viennent pas à domicile? Parce qu'en fait, c'est ça, les gens qui souffrent psychiquement sont dans le déni souvent, donc ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils ont. C'est l'entourage qui s'en rend compte. Et c'est vrai que si le psychiatre ou l'infirmière psy vient à domicile, il s'occupe il rentre dans la famille ou dans le vécu de celui qui est malade, dans l'appartement. Il se rend plus compte finalement. Il se rend plus compte, et puis surtout, on attend le désir de se soigner toujours du malade, mais ils ne peuvent pas avoir le désir de se soigner puisqu'ils sont malades justement. Donc c'est ça, et on attend qu'ils viennent au CMP, qu'ils demandent une consultation. Non, il faut aller chez eux. Oui, et l'équipe mobile, effectivement. Et l'équipe mobile est fantastique pour ça. Propose ça. Mais il y a aussi de la prévention à faire, comme fait Falleret, avec les ambassadeurs en santé mentale, qui sont des jeunes de service civique qui sont formés pendant 8 mois à aller vers les jeunes pour leur expliquer ce que c'est que la santé mentale dans les collèges, dans les lycées. Non, il y a les premiers secours en santé mentale que Falleret fait aussi. Non, Falleret fait beaucoup de choses en plus des foyers et des services d'accompagnement. Donc c'est une fierté pour toi d'être la marraine de... Oui, je trouve qu'ils sont formidables. Et ils ont été courageux depuis tellement longtemps à s'occuper de ceux dont personne ne voulait s'occuper en fait. Depuis 180 ans, ça existe. Et moi, je les ai connus il y a 40 ans à peu près. Donc, et déjà, ils étaient novateurs à l'époque. Et tu as d'autres chevaux de bataille aussi. Hein. La maltraitance des enfants en fait partie. Oui. Et puis prochainement, le lancement d'une campagne pour mettre en garde sur les prédateurs pédopornographiques sur le web. Absolument. Sur la pédocriminalité, oui. Oui, je fais partie enfin, je suis un peu marraine aussi de Caméléon, qui est une association qui lutte contre la pédocriminalité. Et c'est vrai que là, on va faire une campagne pour dire qu'il faut pas mettre les photos de ces enfants sur Internet, parce qu'il y a 700 000 prédateurs qui rôdent sur Internet et qui vont utiliser les photos des petites filles en maillot de bain sur la plage. Oui. Voilà, pas donc, que, hein, il suffit qu'elles soient juste même habillées. Oui. Ils arrivent à détourner les images. Exactement. Et donc j'ai beaucoup travaillé sur les violences sexuelles, et j'ai fait aussi le permis de prudence.fr qu'on peut trouver sur Internet gratuitement. On peut le publier, on peut le télécharger, l'éditer et le faire passer dans les familles, dans les écoles, partout. Alors, il y a une série qu'a regardée pour nous Annabelle qui s'appelle 13 Reasons Why. Elle va venir nous expliquer bien, le principe de cette série. Donc, Annabelle va venir nous rejoindre pour nous en parler. Bonjour.
Merci de me recevoir. Bah de rien, t'es chez toi ici. Hein. Mais oui. Alors moi, je viens vous parler de la série 13 Reasons Why, parce que c'est une série hallucinante. Enfin, on parle de troubles psychiques. Alors, on en parle beaucoup, notamment dans les super-héros et tout ça, mais dans une série plutôt pour ados, c'est novateur. C'est novateur, pardon. Alors, cette série, elle est sortie en 2017. Elle fait 4 saisons. Elle a été inspirée par les best-sellers de Jay Asher qui avait sorti Reason Why en fait, à l'époque. Et c'est Brian Yorkey qui les a réalisés. Donc cette série, elle part de quoi? Le pitch, c'est un ado. On suit la vie d'un ado qui s'appelle Clay. Il reçoit, après le lycée, il reçoit un paquet au pied de sa porte. Et à l'intérieur, il y a des cassettes. Et dans ces cassettes, c'est la voix de Hannah Baker qui s'est suicidée 2 semaines avant dans son lycée. Et cette jeune fille, c'était son amoureuse aussi, il était amoureux. Donc on va suivre un petit peu le parcours de ces cassettes qui sont finalement l'explication de pourquoi elle s'est suicidée. 13 cassettes 13 cassettes, donc 13 raisons. Et donc on se rend compte de la... En fait, c'est très juste. C'est qu'on ne se rend pas compte des fois au quotidien qu'on peut dire des choses mal ou méchantes. Vraiment, c'est inconscient. Des fois, on peut répondre à quelqu'un et la personne va mal le prendre. Et au fur et à mesure, on cumule jusqu'au moment où ça éclate. Et c'est ce qu'explique cette série. Et il y a des guides de discussion sur les thèmes de la série. Ce qu'ils expliquent bien à chaque fois, à chaque épisode, ils expliquent bien si vous avez du mal, si vous avez des questions sur certains thèmes, vous pouvez en discuter via la plateforme 13reasonwhy.info. C'est lié. Et en fait, ça incite... aux jeunes à trouver une personne de confiance pour en discuter. Oui, parce qu'il y a plein de thèmes qui sont abordés, et même pour les parents. Moi, en tant que mère aussi, il y a plein de choses, je me suis dit, ah, la vache, en fait, nous, on a des tabous qu'on n'ose pas dire à nos enfants, et le fait de le voir à l'écran, ils parlent pour nous, et ça fait du bien d'en parler, parce qu'on discute aussi de nous, nos peurs, et eux, leurs peurs, donc c'est très bien foutu. Est-ce qu'on regarde la bande-annonce? Oui, pardon. Moi, j'étais lancée complètement. Je vous invite à regarder la bande-annonce, qui, je trouve, n'est pas très représentative. C'est sur Netflix. C'est sur Netflix. Ah bon. Salut. Salut. Anna, je te ferai jamais de mal. Ni maintenant, ni jamais. Pourquoi est-ce que tu m'as pas dit ça quand j'étais vivante? Mon mari et moi, nous essayons toujours de comprendre. Salut, c'est Anna. Hannah Baker. C'est quoi ce délire? Assieds-toi, parce que je suis sur le point de te raconter l'histoire de ma vie. Plus précisément, pourquoi elle s'est arrêtée. Et si tu écoutes cette cassette, c'est que tu n'y es pas pour rien. J'essaie de comprendre ce qui est arrivé. Ne crois pas tout ce que tu entends. Alors je sais pas ce qu'Anna a cru voir, mais il y a un truc qui est sûr. Elle a menti sur ses cassettes parce que c'est une putain de drama queen qui s'est foutue en l'air pour attirer l'attention. Anna avait des secrets, Madame Baker. Exact. Et ce sont ces secrets qui l'ont poussée au suicide. Peut-être que je saurai jamais pourquoi t'as fait ce que t'as fait. Mais je peux te faire comprendre ce que ça fait. Non, pas toute l'histoire. Qu'est-ce que je dois encore savoir? T'es comme tous les autres. Mais moi, non! Tout le monde est super gentil jusqu'à ce qu'on vous pousse au suicide. Et tôt ou tard, la vérité finira par éclater. Voilà, c'est très... Alors, la bande-annonce, c'est un peu... On ne sait pas sur quoi on va tomber, finalement. Parce que quand on regarde la saison, que j'ai terminée hier, d'ailleurs, on en prend plein la figure. Et je trouve que c'est très... Alors, même si c'est romancé un peu à l'américaine, ça reste fidèle au niveau des symptômes des troubles psychiques et psychologiques. On a la dépersonnalisation, la dépendance, on a les crises d'angoisse. Si on s'aperçoit, par exemple, Clay, au début, on se dit, bon, bah, c'est un collégien comme tout le monde, ou un lycéen. Et on s'aperçoit que finalement, il y a dans un épisode où on sait qu'il avait pris des médicaments, qu'il avait vu un psychiatre, après on voit qu'il a des absences. Et en fait, plus on avance dans la série, plus on découvre des troubles. Et en fait, ce qui est bien, c'est que c'est pas stéréotypé. Chaque personnage n'a pas, lui c'est le méchant, lui c'est le gentil, lui c'est le drogué. Tout le monde a une part de bien et de pas bien. On est tous un petit peu... on découvre l'être dans sa globalité et pas sur un trouble précis.
Et parce que des fois, ils deviennent bien, après ils tombent dans la drogue, après ils en ressortent. Enfin, il y a énormément de choses. Et il faut vraiment, par contre, ça amène à la discussion. Voilà. Oui, parce qu'il y a C'est des vraiment le choses but, très je pense, proches ouais. finalement de la vie quotidienne. Alors là, évidemment, c'est en plus avec la bande-annonce, c'est un peu flippant, mais il y a certainement des choses comme le harcèlement scolaire qui sont vécues quotidiennement par les élèves. Ben oui, on se rend compte dans la série que en fait, c'est Anna dans le sac à 7, elle dit « vous m'avez dit ça, je l'ai mal pris », alors que la personne qui pensait blaguer, parce que c'est une histoire de photo en fait qu'il met avec les réseaux sociaux, forcément. Et en fait, elle s'est trouvée dans une situation où ça a pris une ampleur fou. Ouais. Donc, sans le vouloir, il a harcelé, mais c'était pas son objectif à la base. Donc, on se rend compte de plein de choses, en fait. Ton frère a subi du harcèlement. Oui, c'est vrai que mon frère, avant de se suicider, c'est vrai qu'il avait été harcelé. Puis, il y a eu aussi, je ne sais pas si on en parle dans cette série, mais les problèmes du divorce, les séparations conflictuelles. Chez nous, ça a été terrifiant. Et le manque de père, on n'a plus vu notre père à cette époque-là, donc il y a beaucoup de choses qui peuvent induire. Donc, et même la fragilité au harcèlement aussi, parce que quand on ne va pas bien, on a une famille compliquée, on est plus sensible. On ne réagit pas tous de la même façon. Oui, exactement. Oui. Bien sûr. Et donc dans cette série, on découvre un peu tous ces personnages. On découvre tout ça et surtout ça amène à vraiment la discussion. L'objectif de la série, c'est ne pas rester seul face aux questions qu'on se pose. Et ils disent vraiment à la fin, ne restez pas. C'est ne restez pas seul avec vos secrets et vos ruminations. Anna a essayé, mais elle n'a pas été écoutée. En gros, c'est ça. C'est bien. On montre qu'il y a une fille qui est décédée. Oui, c'est pédagogique. C'est très bien. Voilà, c'est un peu comme les Max et Lily où il y a des petites questions où justement ça amène à la discussion, ça amène à la réflexion et à pouvoir parler, à mettre des mots sur ce qui va. Et dans Lily se fait piéger sur Internet, j'ai aussi mis Lily qui se fait filmer à la piscine, enfin prendre en photo à la piscine et après on le met sur Internet. Et du coup, elle est humiliée et elle perd son estime d'elle-même. C'est ça perd son identité, son estime d'elle-même, c'est ça qui est compliqué après. Tu fais des recherches justement quand tu je ne connais pas le sujet, oui. Oui, il y a des livres pour lesquels j'ai été à l'hôpital pendant 15 jours. Pour les enfants qui sont atteints de cancer, par exemple, j'ai passé 15 jours à l'hôpital. On m'a donné une blouse blanche et je suis restée avec des enfants malades et des parents d'enfants malades. Donc c'était en observation. En observation pour jouer avec eux, pour parler avec eux, pour aller à l'école avec eux, à l'hôpital. Oui, c'est dans Max et Lily veulent soigner tout le monde, non? Non, ça c'est sur la pandémie. Je l'ai fait pendant le confinement, celui-là. Et je travaille avec mon mari maintenant, avec Renaud de Samar. Donc ça c'est quand même plus amusant de travailler à deux. Oui. Oui. Donc et voilà. Ouais, et là c'était pour expliquer le vaccin, la vaccination. Donc voilà, c'était compliqué. Donc le monde de l'hôpital, visiblement, avec cette expérience avec les enfants, c'est quelque chose que tu connais. Merci, pardon, Annabelle, parce que franchement, ça donne envie de regarder cette série. Mais petit mot de la fin pour les personnes très sensibles qui sont peut-être assujetties en ce moment un peu d'angoisse. Un peu d'angoisse, c'est peut-être pas le moment de la regarder, c'est tout. D'accord, il faut être bien dans sa tête quand même non, pas tout seul, peut-être avec quelqu'un, parce qu'on peut vite débattre si on a un impact, il faut vite le dire. Je pense que c'est important. Ça, c'est perso. D'accord. Oui, non, mais c'est une bonne réflexion. Oui, je disais, tu as donc parcouru les hôpitaux et pour ton métier, mais aussi, j'imagine, quand ton frère était hospitalisé, ça a dû être des moments qui ont dû être très difficiles pour toi et ta famille. Oui, très difficile. Vraiment, c'était aller voir quelqu'un à l'hôpital psychiatrique, c'est terrifiant parce que on repart dans le monde gai et humain et on a une impression de culpabilité de laisser celui qu'on aime seul, avec des médecins, avec d'autres gens qui ne vont pas bien, qui ne peuvent pas vraiment communiquer. Donc c'est très difficile. Ouais. Et puis, c'est très difficile. Et puis à l'époque, il y avait le début de la psychanalyse à l'hôpital psychiatrique. Et c'est vrai que je me souviens que ma mère s'était enfin confiée à un psychiatre. Et pour une fois, elle avait parlé vraiment de choses profondes pour elle. Et le lendemain, elle avait croisé à Sainte-Anne, à l'hôpital Sainte-Anne, elle avait croisé ce médecin et ce médecin ne lui avait pas dit bonjour dans la rue de Sainte-Anne. Et ma mère ne comprenait pas pourquoi il y avait cette dissociation entre ce qu'elle avait dit et ce médecin qui ne lui disait plus bonjour.
Donc c'est tout ça qui est compliqué pour la famille. Je crois. Oui, bien sûr. Il y a tellement de choses d'ailleurs qui sont compliquées. Oui. Pourtant, les hôpitaux ont évolué Oui. et ont une histoire des fois qui ont des décennies, voire des siècles. Et alors Stéphane, lui, il est allé aux hôpitaux Saint-Maurice découvrir l'architecture patrimoniale de ces hôpitaux. Et le côté un peu ludique finalement des hôpitaux psychiatriques. Alors explique-nous un petit peu tout ce que tu as vu et cette magnifique balade que tu as faite. Est-ce que vous avez lu Le Comte de Monte Cristo? Oui. Oui. Eh bien, dans Le Comte de Monte Cristo, il y a une phrase qui dit, qui suggère que quelqu'un est allé à Charenton. Et aller à Charenton, aux hôpitaux de Saint-Maurice, ça veut dire qu'on était fou. Ouais. Et c'est tout ce qu'on a vécu avec cette visite que j'ai pu faire grâce à Priscille Deneux, qui est une guide conférencière qui m'a fait découvrir ce lieu historique qui date du milieu du XVIIe siècle, dans ses premières manifestations, ses premiers accueils de personnes souffrant de problèmes psychiques et mentaux. Et c'est devenu une institution, ce site. Et c'est devenu une institution qui a évolué, non seulement dans la façon dont on a considéré les malades, mais aussi dans la façon dont les bâtiments ont évolué. Et avec des personnalités connues comme Esquirol, dont on a tous entendu parler. Esquirol qui a créé effectivement un lieu avec des constructions, une architecture dédiée à un mieux-être des personnes en situation de handicap. Je ne vais pas aller plus loin, je vais vous laisser regarder peut-être ce petit sujet et puis on reviendra sur vos réactions. On regarde ça. Bonjour Priscille. Bonjour Stéphane. Merci de m'accueillir ici. Avec plaisir. Pour visiter le site historique des hôpitaux de Saint-Maurice. Et on est au cœur déjà d'un des deux sites, hein. C'est le site Esquirol. Tout à fait. Ben, je vais me laisser guider parce que toi tu es guide conférencière mais aussi historienne, c'est ça? Exactement. Et donc? Je vais te raconter plein d'histoires sur le lieu. Eh bien super. Je t'emmène? Je te suis, avec plaisir. On y va. Allez. Donc en fait, l'histoire du lieu, elle commence au milieu du XVIIe siècle. Il y a un monsieur qui s'appelle Sébastien Leblanc, qui est contrôleur général des guerres de Louis XIII. Ouais. Et il va faire don de sa maison de campagne aux frères de la Charité pour qu'ils puissent soigner les malades du coin. Après la Révolution, l'établissement n'est plus religieux, mais il va devenir laïque. L'établissement a triplé sa superficie, parce que pendant la Révolution, il y a plein de nobles, c'était des seigneurs en fait, les frères de la Charité. Ils avaient cette seigneurie. Du coup, tout va être racheté comme bien national et donc l'établissement a triplé. D'accord. Et on accueille à ce moment-là les hommes et les femmes. Et on va voir, il y a un personnage important qui va donner son nom au site. On va le rencontrer juste après. Donc tu vois, le personnage que je voulais te présenter, c'est lui, c'est le docteur Esquirol. Qui a donné son nom au lieu. Exactement. Donc lui, il arrive en 1825. Il y a des pratiques qui sont un peu presque barbares pour l'époque. Et lui, il va remettre un petit peu les choses en ordre et imposer sa vision nouvelle. Donc il fait supprimer les bains de surprise, les menottes, les cages qu'il trouve ici en arrivant. Et il amène quelque chose de beaucoup plus moderne. Il pose les bases d'un hôpital, d'un asile prototype, qui va pouvoir être duplicable partout en France. Donc en fait, on a remonté l'histoire de la psychiatrie dans le temps, aux origines sur ce site, pour arriver ici et montrer que finalement, c'est aussi moderne aujourd'hui. Exactement. Et ça évolue. C'est très inclusif, il y a plein d'activités, c'est très ouvert vers l'extérieur, il y a beaucoup d'activités qui sont faites avec le voisinage, il y a des artistes qui viennent, il y a des expositions, c'est très vivant. Merci, merci beaucoup pour cette visite, c'était vraiment très sympa. Eh ben, merci à toi, avec plaisir. Alors, pourquoi les hôpitaux de Saint-Maurice? Oui, parce qu'il y a deux hôpitaux en fait qui sont accolés. Il y a ce qui émane de l'asile impérial, qui est l'hôpital national de Saint-Maurice, et il y a également l'hôpital Esquirol, qui est la partie dédiée à la psychiatrie, qui est un peu plus basse géographiquement, tournée vers le sud. C'est un espace qui fait quand même 30 hectares. Hein. C'est l'équivalent de 30 à 40 terrains de foot. C'est immense. C'est collé à la forêt du Bois de Vincennes, au Bois de Vincennes. Donc c'était un lieu qui était un petit peu excentré, qui était aussi un lieu de passage à l'époque. Et il y a beaucoup de personnalités qui ont fréquenté ces hôpitaux, qui ont été internées là-bas. On parle du marquis de Sade, hein, on le connaît, hein, qui était atteint de démence libertine. Oui, voilà, il y a passé 13 ans dans ces hôpitaux. Le frère de Victor Hugo, Eugène Hugo, qui était atteint
atteint, lui, de schizophrénie. On a également un vieux compositeur flûtiste, je dis vieux parce que moi je ne le connaissais pas, mais peut-être que vous le connaissez, François de Vienne. Et puis, quand vous vous promenez à Montmartre, il y a le cabaret du Lapin à Gilles. Oui. Ce n'est pas le Lapin à Gilles à droite, c'est le Lapin à, plus loin, Gilles. Gilles qui était un chansonnier caricaturiste, André Gilles, et qui a été lui aussi interné là-bas dans ces hôpitaux. Et c'était des hôpitaux qui ont évolué. On parlait d'Esquirol tout à l'heure. Esquirol, c'était l'élève de Pinel, c'est un autre nom qui résonne pour ceux qui s'intéressent un petit peu à la psychiatrie. Et il voulait faire des asiles, des lieux de guérison. C'est pour ça que ces lieux ont évolué tant architecturalement que au niveau aujourd'hui de leur fréquentation et de leur ouverture culturelle. La preuve, on peut les visiter. Et je vous invite à y aller parce que c'est vraiment somptueux. Il faut prendre rendez-vous, comment ça se passe? Parce que tout le monde peut rentrer finalement dans les hôpitaux. Si vous voulez visiter avec une guide, contactez Priscille Deneux, qui nous a fait le plaisir, l'honneur de nous guider dans ce reportage. C'est une professionnelle, conférencière, historienne, elle connaît hyper bien le lieu, vous l'avez vu. Elle est très agréable dans toutes les explications et très à l'écoute. Et elle pourra vous guider en groupe. Après, vous pouvez aussi y aller. Il y a des petits écriteaux, des petits panneaux qui sont disposés ça et là. Et un petit parcours qui est référencé pour pouvoir gambader. C'est vrai que c'est immense, 30 hectares. Et puis ça monte, ça descend. C'est assez vallonné aussi. Oui, alors ce qui est génial, c'est que c'est grand, c'est beau, c'est somptueux. On a tous l'image de l'asile et non pas de l'hôpital psychiatrique. Et l'hôpital psychiatrique moderne, bien c'est ça, c'est un lieu ouvert qui en plus est majestueux, qui est historique, et où on peut aller se promener. C'est génial. Et Igor Semo, le maire de Saint-Maurice, est très investi aussi dans cet hôpital. Oui, il a très à cœur de mettre justement la santé mentale en lumière. Et donc, voilà, le maire de Saint-Maurice, que je salue au passage, parce qu'on s'est déjà croisés plusieurs fois. Merci Stéphane, très intéressant de voir ces belles images, ces belles architectures, effectivement. Merci infiniment Dominique d'être venu sur ce plateau, que tu découvres aussi en même temps que le siège Falleret. Qu'est-ce que tu penses de cette web TV, bien dans ma tête TV, alors qu'il met en lumière justement la santé psychique? C'est extraordinaire. Je pense justement à Jean-Pierre Falleret, qui était un médecin et qui a voulu faire sortir les gens de l'asile à l'époque, il y a 180 ans. Et quand je vois cette maison incroyable qui est un monde et qui est tournée vers le bien-être, vers la santé mentale, je suis émerveillée. J'ai envie de continuer à soutenir Falleret du mieux que je peux et de demander aussi aux gens de m'aider à les soutenir, c'est-à-dire de soutenir Falleret. Oui, vous pouvez faire vos dons sur oui, parce que c'est comme ça qu'on montre aux gens qu'on les aime. Oui. Merci infiniment. Donc vous avez une série à regarder, 13 Reasons Why. Vous avez 130 numéros. Enfin, toi, je sais que tu as des enfants dans quelques-uns. Moi aussi, j'en ai quelques-uns. Donc 130 numéros à découvrir. Comment s'appelle le dernier? Alors, c'est sur la guerre d'Ukraine. Max et Lily ont des copains réfugiés. Et il y a longtemps que je voulais parler de la guerre et de la paix surtout. Voilà, donc c'est pour montrer la solidarité qu'on a envers les gens qui perdent tout, qui perdent leur maison et tout ce qu'ils aiment. Merci à vous pour ces beaux livres que vous pouvez retrouver dans toutes les bonnes librairies. Merci à tous les trois. Et puis nous, on se retrouve très bientôt pour d'autres interviews ici sur Talk Show pour être tous optimistes et confiants. À bientôt.